Si vous êtes capitaliste comme moi, cet épisode risque de ne pas vous plaire. Si vous êtes libéral, il va probablement vous déranger. Et paradoxalement, si vous êtes socialiste, il va peut-être vous rassurer. Elon Musk vient de donner une interview exclusive à The Economist et il annonce que l'argent n'aura plus d'importance en 2036. On how then you make money, because in the end people are buying your shares because they expect you to make money. You sell I'll make another robots. prediction. Money won't matter in 2036. Il dit également que le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui risque de disparaître, du coup pas la peine de retourner au taf à la rentrée. Je vous propose de débunker cette interview passionnante et d'ouvrir le débat avec mes invités, Laurent Alexandre, Stéphane Mallard et Evan Kervella. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct des vacances. Je prends 2 minutes parce que quand j'ai créé Silicon Carnet, je me souviens très bien du jour où j'ai dû envoyer ma toute première facture. Je me suis dit, je facture comment et avec quel outil ? J'avais un compte pro d'un côté, mais pas d'outil pour facturer. Résultat, je passais mes soirées à vérifier à la main si le virement était bien arrivé et à faire le lien entre la facture et le compte bancaire. Je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Avec Conto, fini ce problème. Compte pro et facturation électronique sont intégrés dès le premier jour. Votre client paye, le paiement se réconcilie tout seul avec la facture et vous n'avez plus rien à faire. Sans compter que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de septembre 2026, la facturation électronique devient obligatoire en France et vous devez être équipé d'une plateforme agréée par l'État. Et avec Conto, c'est déjà le cas. C'est inclus dans tous les forfaits, sans surcoût et sans outils supplémentaires. Aujourd'hui, plus de 600 000 entrepreneurs utilisent Conto et une entreprise sur 4 en France se crée avec eux. Donc si vous vous lancez, foncez sur conto.com, ça s'écrit Qonto.com. En plus, ils ont été super sympas. Ils nous ont donné un nouveau code, Silicon3M. Conto vous offre 3 mois gratuits sur votre compte pro pour toute nouvelle création d'entreprise. Allez, retour à ton épisode. Bonjour les amis, comment allez-vous ? Quel plaisir de se retrouver vendredi 31 juillet, tôt le matin, pour enregistrer cet épisode ensemble. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Bonjour Evan, comment tu vas ? Ça va très bien et toi Carlos ? Tu es dans la chambre Ouais, j'ai mis un dans effet ta chambre flou d'enfant, c'est ça ? Ouais. Avec tous mes livres là, on en voit à peu près la moitié là, dont La guerre des intelligences de Laurent Alexandre que je lisais déjà en 2016, 2017, quelque chose comme ça, qui est vraiment là. Ah bah là, tu vas lui faire plaisir. Là. Et tu sais que Carlos Lozano, un autre sociétaire de Silicon Carnet, m'a dit exactement la même chose. Ce bouquin, il avait super bien marché, Laurent, alors. Oui, très très bien. Ouais. Stéphane, est-ce que tu as La guerre des intelligences Est-ce que tu as lu La guerre des intelligences ? Salut, bah oui, évidemment, j'ai lu tous les bouquins de Laurent, sans exception. Ok. N'oublie Bon, pas, écoute. Carlos, n'oublie pas qu'à la même époque, Stéphane avait sorti Disruption, qui prévoyait Oui. assez bien ce que l'intelligence artificielle gratuite allait générer. Absolument, c'est un précurseur. Stéphane, ça a été un des premiers à parler de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est un peu notre Elon Musk local, national, quoi. En gros, c'est ça. J'aimerais, mais malheureusement, je suis à des années-lumière de lui. Go yourself. Et les amis, je vous propose de revenir ensemble sur cette récente interview de Elon Musk par Zanny Minton Beddoes, rédactrice en chef de The Economist. C'est pas une journaliste tech, c'est une économiste. Elle est économiste de formation. Je crois qu'elle a étudié à Oxford. C'est une Britannique. Et ça change tout d'ailleurs pour comprendre l'interview parce que elle est pas en train d'écouter Elon Musk en tant que journaliste tech. Elle l'écoute vraiment en macroéconomiste. Et dans cette interview, bien, on a l'occasion de découvrir la thèse de Musk, la thèse économique de Musk. Et elle est assez simple, cette thèse. Il nous explique que l'économie est la production de biens et de services et que pour lui, si on dispose d'un nombre gigantesque de robots pilotés par une super intelligence, alors on obtient ce qu'il appelle une économie de l'abondance, c'est-à-dire une économie qui est quasi infinie. Et il va plus loin, il explique que si la production dépasse tout ce qu'un humain peut consommer, alors peut-être que l'argent ne sert à rien. On va décortiquer toute cette interview, on va passer des extraits, ça va être passionnant. Vous l'avez tous écouté, bien évidemment, cette interview. Stéphane, tu parles de ça déjà depuis un petit bout de temps. Je fais un rapide tour de table avant qu'on rentre dans le détail de cette interview. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo assez passionnante ?
Bah moi je suis très content parce qu'en fait on est enfin en train d'arriver sur des évidences. Ce qu'il a fait Elon Musk. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est n'importe quoi, qui sont choqués, on va en parler, mais en réalité c'est un banal cours de macroéconomie et légèrement de microéconomie. En fait tous les produits et services qu'on crée depuis la nuit des temps, ils finissent par se commoditiser, ils se banalisent. Dès qu'un produit ou un service est nouveau, t'as beaucoup de marge, t'as des barrières à l'entrée et tes concurrents ont du mal à y aller, mais très rapidement, dès qu'il y a de la marge quelque part, t'attires des entrepreneurs et des entreprises qui viennent te copier, qui viennent taper tes marges, diminuer ton coût de revient vers ton coût de production, et ensuite t'es obligé de déplacer ce que tu produis, de déplacer la valeur sur autre chose pour pouvoir faire de la marge avant qu'on te copie. Mais donc, tous les produits et services finissent par arriver sur des marchés de concurrence pure et parfaite, où t'as plus de marge, où ça se banalise. Et en fait, l'histoire du commerce et de l'humanité, c'est justement cette course en déplaçant la valeur. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'IA, elle fait tomber toutes les barrières à l'entrée. Elles vont te permettre des économies d'échelle. T'as plus aucun moat nulle part. Et donc, si on est sur des IA qui créent de la valeur de manière exponentielle partout, en faisant tomber toutes les barrières à l'entrée, bah, il y a une valeur massive. T'as des coûts qui s'effondrent. Et donc, c'est l'économie de l'abondance. C'est de la macro. Evan, tu es un parfait exemple de ce qu'est en train de décrire Stéphane, puisque toi, avec ta boîte Chipiron, c'est ce que tu fais, c'est que tu commoditises, c'est quoi, l'imagerie médicale, quelque part, c'est ça? Et tu déplaces la valeur? C'est un peu plus complexe que simplement commoditiser, puisqu'on est sur des technologies différentes et une proposition de valeur différente, mais oui, en tout cas, on est sur, je dirais, une augmentation de l'offre générale de l'accès à l'imagerie médicale et en particulier l'IRM dans notre cas. Ok. Et donc, qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette interview qui fait à peu près 1h30, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, moi, ça fait quelques temps déjà, Musk est en train de confirmer quelque chose que je regardais. Donc, moi, je suis un fanboy de Musk à la base. Depuis, je me rappelle, je lisais sa biographie en 2017. J'étais complètement fasciné. Je me rappelle de l'époque où Tim Urban de Wait But Why, il y avait eu une interview exclusive avec Elon Musk. Et j'étais complètement halluciné du fait qu'il ait pu l'avoir. Et je me disais, putain, mais c'est dingue, le mec écrit des articles de blog et finit par avoir un one-one pendant des heures avec Elon Musk. C'est quand même incroyable. Et c'est ce qui a fait naître un peu cette flamme en moi de vouloir créer du contenu aussi pour pouvoir être exposé à ce genre de personnalité. Et là, en fait, je trouve que depuis quelques temps, et en particulier cette interview l'a bien cristallisé, je trouve alors soit Musk a un très grand plan dans son discours qui est beaucoup plus grand que tout ce que je peux imaginer et il reste très cohérent, mais en tout cas, si je regarde simplement ce qu'il dit et que je m'arrête là, je trouve que Musk devient une caricature de lui-même. Je trouve qu'il simplifie beaucoup trop les choses. Et en fait, je trouve que son discours il justifie a posteriori des choses qui en fait ne sont pas du tout évidentes. Il donne un peu une grande cohérence sur son parcours qui, je trouve, n'est pas là. Je trouve qu'en fait, il a des opinions. Il change à 180 degrés ses opinions sur certains sujets. Et je trouve que c'est assez dangereux, en fait, la vision du futur qu'il décrit parce qu'elle est beaucoup trop simpliste dans un monde qui se complexifie. Et ça, je trouve ça très dangereux d'expliquer qu'en fait, tout est très simple alors que non, tout devient de plus en plus complexe. Laurent, est-ce que Elon Musk nous fait du populisme, c'est-à-dire qu'il prend des sujets très complexes, qu'il simplifie à l'extrême, et tu as toi la même vision ou non, au contraire? Alors moi j'aime beaucoup Musk, mais il y a des aspects de Musk que j'ai moins aimés. Quand il a expliqué que Fauci avait fait des millions de morts, Fauci qui était en charge à la Food and Drug Administration des vaccins à ARN messager et puis de la lutte contre le Covid, et on était dans un délire complotiste absolument inacceptable et absolument odieux. Donc il est capable de déraper par moments, mais ça reste un grand visionnaire. Mais il faut pas oublier la face noire, et notamment la face noire, elle n'est pas petite et elle me choque, même si je suis comme Evan un fan de Musk à l'origine. Le problème de Musk, c'est le réel. Musk est un génial Asperger, un extraordinaire Asperger, mais il a une blind spot. Il y a des choses qu'il ne voit pas. Il ne voit pas le réel. Il ne voit pas certains murs. Il ne voit pas les obstacles. Lacan disait, la phrase est célèbre, le réel, c'est quand on se cogne dedans. Et de temps en temps, Musk ne voit pas le réel. Et donc, il y a deux moments principaux, je trouve, où il n'a pas vu le réel, c'est quand on lui a confié le Doge, où il a pensé qu'il allait changer l'administration américaine sans comprendre comment fonctionne l'État, sans comprendre comment fonctionne l'administration, sans comprendre comment fonctionnent les politiques, et il s'est fâché très 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 vite et très très fortement avec le président Trump, même s'il s'est réconcilié derrière. Et là, je suis d'accord avec Evan.
il sous-estime les rigidités corporatistes, il sous-estime les rigidités étatiques, syndicales, il sous-estime les rigidités humaines. Alors, sur le fait qu'il va y avoir des conséquences micro, méso et macroéconomiques absolument majeures de la gratuité de l'intelligence dans le futur, c'est évident. Mais il ne voit pas que il va y avoir des réticences humaines. Le Nouvel Observateur a fait son dossier de cette semaine sur c'est terrible sur l'intelligence artificielle avec un sous-titre quand les humains se rebiffent contre la machine et on va avoir des gens qui vont se rebiffer. Alors Stéphane dit non, mais si, tu vas voir. Regarde les différentes les différentes études américaines sur lesquelles j'ai pas mal publié avec Alexandre Tsikopoulos récemment. 44% des jeunes Américains de la génération Z sabotent l'IA dans leur entreprise. Les 3/4 des Américains veulent qu'on fasse une pause sur l'IA et les data centers. Une partie importante de la génération Z souhaite qu'on est très en colère contre l'intelligence artificielle, et puis tout le monde l'a vu, il y a eu 2 tentatives d'assassinat contre Altman. Donc non, ça va pas être un long fleuve tranquille. Oui, l'IA change tout, mais les humains, je ne sais pas s'ils vont se rebiffer. En tout cas, les humains vont chercher à ralentir, ils vont bloquer, et le phénomène va être plus lent et beaucoup plus chaotique que Elon Musk l'imagine. Mais il faut pas oublier que sur le timing, Elon Musk, il est très mauvais. Il avait affirmé qu'il enverrait des hommes sur Mars en 2022 ou 2023. Nous ne pouvons que constater qu'on en est vraiment très loin. Et justement là-dessus, je reviens sur la partie économique, ce qu'il est en train de dire, cette ère de l'abondance. Encore une fois, il fait des prévisions. Alors comme il a du mal avec le réel, on peut penser qu'il se trompe sur ses prévisions parce que il prévoit tout ça pour 2036, c'est-à-dire dans 10 ans. Il dit que l'IA générale sera là aux alentours de 2031, c'est-à-dire dans 5 ans, et que tout ce qu'il est en train de dire, cette thèse économique dans laquelle qu'on va détailler, va quelque part aboutir aux alentours de 2036. Stéphane, je te voyais hocher de la tête, faire non de la tête quand Laurent discutait, parlait de tout ça. Qu'est-ce qui te choque dans ce que dit Laurent ? Moi, je pensais exactement comme Laurent, que ça allait être chaotique, qu'on allait avoir des ludites, qu'on allait avoir des freins, mais en fait, je le pense de moins en moins pour une raison très simple. C'est quand tu regardes les révolutions au cours de l'histoire, tu sais, c'est toujours un coût-bénéfice et les gens commencent à se révolter quand ils ont faim, quand ils ont plus à manger, quand ça commence à être désastreux. Et sur l'IA, je pensais la même chose, mais en fait, je me dis, mais finalement, la plupart des gens dans les pays occidentaux vivent déjà dans une forme de confort, même quand t'es sous salaire minimum, etc. Et donc, en réalité, moi, ce que je vois, c'est plutôt des gens qui ont un pouvoir d'achat très très faible, mais qui préfèrent être scotchés sur leur smartphone toute la journée, à regarder des trucs, tu sais, c'est du pain et des jeux numériques. Et en réalité, ils sont tellement anesthésiés par tout ça qu'en fait, je pense que ça annihile complètement le sujet de se révolter. Je pense que les révoltes, il va y en avoir un petit peu, mais elles vont être assez rapidement détournées ou anecdotiques en tout cas. Ce que tu viens de dire là, c'est que en gros, les gens n'ont pas assez faim et sont trop cons pour se révolter. Ce que tu viens de c'est pas qu'ils sont trop cons, mais c'est qu'ils sont plutôt, ils ont suffisamment de dopamine artificielle pour se soucier de tout ça, parce que justement, ils ont des revenus minimums. Je parle dans les pays occidentaux, et donc je pense que les révolutions, comme tu dis, ou les révoltes, il va y en avoir quelques-unes. Je suis pas idiot non plus, mais elles vont être assez rapidement, elles vont s'annuler rapidement, ou alors elles vont être assez anecdotiques, parce qu'en fait, je pense, la thèse de Musk est juste, parce qu'encore une fois, c'est de la macro simple, c'est que le pouvoir d'achat va tellement monter tellement vite. C'est ça la commoditisation, c'est ça l'histoire de l'économie, c'est que tu baisses le coût de tout. Tu regardes le prix d'une baguette de pain aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans, 100 ans ou 300 ans, c'est ce qui avait déclenché en partie la Révolution française, mais pas que. En fait, ça ne fait que baisser. Et là, notre pouvoir d'achat va décoller. Et la raison pour laquelle il nous dit qu'on y est sur 2036, c'est pas le seul. Ray Kurzweil disait la même chose, c'est parce qu'on est sur une exponentielle. On est sur une exponentielle partout. Et donc la question, c'est finalement, c'est un sujet qu'on a déjà eu avec Laurent, et c'est la vraie question qui reste, c'est finalement, que devient la rareté? Qu'est-ce qui reste encore rare? Et moi, je crois de moins en moins de choses. Mais ça soulève des questions qui sont bien plus vertigineuses que ces phénomènes d'abondance et de confort, parce qu'on va avoir du confort, mais en fait, c'est banal de le dire. C'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'économie, c'est l'histoire du commerce. Alors, il a une prédiction technique, et pour moi, elle est problématique.
il parle justement de la déflation. C'est ce dont tu parles, c'est-à-dire cette baisse des prix. C'est ça. Et qu'on va rentrer dans un monde qui va être déflationniste plutôt qu'inflationniste. Et il a ce raisonnement quand la journaliste lui objecte que distribuer des chèques crée de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un ratio, il dit, entre la masse monétaire et la quantité de biens et de services. Donc, si t'es monétariste. Ouais, exactement. Il a une approche très monétariste, en fait, de ce truc-là. Donc, lui, il explique que si la production augmente de 1000% et que la création monétaire augmente moins vite, eh ben, on obtient mécaniquement de la déflation. En gros, grosso modo, si on est en capacité de produire des choses pratiquement pour un coût zéro, à ce moment-là, les coûts, les prix vont baisser. Tu veux expliquer un petit peu ce principe déflationniste? Parce que pour moi, ça, c'est un problème. Hein. La déflation, il annonce ça un petit peu comme si c'était une bonne nouvelle. Mais quand on s'intéresse un petit peu à l'économie, Evan, là aussi, je te laisserai réagir, la déflation, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et on va essayer d'expliquer aussi pourquoi. Alors, très rapidement, et après je laisserai la parole aux autres, mais en fait, il faut rappeler un truc, c'est qu'il faut séparer la monnaie et vraiment le pouvoir d'achat en termes réels. La monnaie, c'est juste un chiffre qui varie, comme tu le dis, selon la masse monétaire. Tous les produits et services en économie subissent une déflation au cours de l'histoire si tu laisses le marché fonctionner naturellement et que t'as pas de contrainte sur l'offre, pas de contrainte. Le prix de ta télévision. Et alors, attends, tu regardes ça, quand on parle en termes réels, il faut mesurer ça, par exemple, en temps de travail. Combien de temps de travail de ton mois ou de ta journée pour te payer une baguette de pain ou te payer un logement ou ce que tu veux. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as de la rareté, là, tu es contraint et donc ton pouvoir d'achat peut être contraint par cette offre qui est rigide. Si tu laisses le marché fonctionner, que t'as pas cette contrainte de rareté ou que l'État n'intervient pas, tu as une déflation mécanique sur tout. Ça veut dire qu'il te faut de moins en moins de temps de travail pour t'acheter une baguette de pain, pour te loger, pour autre chose. Alors attention, j'ai pris le logement, mais en réalité, là, c'est très contraint par le politique, par une rigidité de l'offre. On peut pas construire comme on veut, etc. Mais en réalité, tout est déflationniste si t'enlèves cette contrainte de rareté. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train d'accélérer ça avec l'IA. Par contre, ça risque de ne pas trop se voir parce qu'en même temps, t'as les banques centrales qui inondent le marché de liquidités. Ouais. Et donc, si tu veux, ta baguette de pain aujourd'hui, elle va coûter 1 euro, 1,20 €, 1,50 €, 3 €. Donc, tu as l'impression que le prix monte, mais en réalité, en temps de travail nécessaire pour te la payer, tu as besoin de travailler de moins en moins. Donc, les gens ont du mal à s'en rendre compte. Et là où tu as raison... Tu sais, il y a le même exemple avec l'essence. Tu sais, les gens disent, ouais, le prix de l'essence augmente, sauf que quand tu ramènes ça au nombre de kilomètres que ta voiture fait avec le même litre d'essence, ben en fait, non, le coût, il baisse, quoi. En fait. Donc, il y a oui, alors rapports... t'as raison. Mais surtout, il faut rappeler un truc, c'est que déjà sur les matières premières et notamment le pétrole, l'offre est contrainte. Hein, c'est un cartel qui dirige tout ça. Donc c'est pas une offre. Et puis surtout, on connaît pas. Donc il y a de la rareté. Ouais. Mais surtout, ce qui est important de rappeler aux gens, c'est que tu as raison de dire qu'en fait le monde a été construit sur de l'inflation. Les politiques des banques centrales, c'est d'augmenter la masse monétaire grosso modo de 2%. Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne avec du crédit. Ça veut dire que si t'empruntes disons 1 million d'euros pour t'acheter un appartement et qu'on subit vraiment une déflation parce que tu permets de construire, t'as des baisses de coûts partout, etc. Bah en fait, ton appart, il vaut plus que 800 000. T'as emprunté 1 million que tu dois rembourser, ton appart vaut 800 000. T'as un gros problème. Donc le monde, les institutions sont créées pour un monde inflationniste en termes monétaires, mais en réalité, tous les produits et services subissent naturellement une déflation. La rareté disparaît naturellement par les échanges, par le commerce, par les gains de productivité des humains et du capital, et surtout par la concurrence. Oui, mais quand on parle de déflation, c'est un peu comme le cholestérol. Hein, je parle avec sous le contrôle de notre médecin de service. Il y a un peu la bonne déflation et la mauvaise déflation. Il y a la déflation qui vient de l'offre, c'est ce que tu expliques. Quand la productivité explose, ça fait baisser les prix pendant que l'activité, elle continue d'augmenter. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la fin du 19e siècle aux États-Unis, où les prix baissent, mais l'économie s'industrialise et donc il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi la mauvaise déflation qui vient de la demande. C'est quand tout le monde arrête d'acheter parce que tout le monde pense que ça va être plus cher demain. Et c'est ce qui s'est aussi passé aux États-Unis après 1929 ou plus récemment au Japon à partir des années 90. Et là, on est entré dans une décennie de stagnation. Est-ce que Elon Musk de quelle déflation est-ce que Elon Musk est en train de nous parler ? Est-ce qu'il parle de la première ou est-ce qu'il parle de la... Alors, je comprends bien qu'il essaye de nous parler de la première, mais j'en suis pas certain qu'on soit vraiment dans cette première déflation. Alors, il faut faire attention. On utilise souvent déflation dans deux sens. On utilise déflation dans le sens de la baisse des prix, mais aussi souvent déflation dans le sens de baisse de la production.
et donc de décroissance économique. Or, les deux ne sont pas liés. Quand il y a une déflation des prix, il y a souvent une baisse de la croissance, mais pas forcément. Tu peux effectivement avoir une déflation qui s'accompagne d'une croissance quand tu n'es pas dans une crise économique, quand tu es juste face à une augmentation de la productivité qui fait que les prix baissent. Cela dit, l'ensemble des prix ne baisse pas à cause de la technologie. Une coupe chez le coiffeur, un massage est plus cher aujourd'hui qu'en 1850. Donc les prix industriels ont baissé, mais les prix des services, en réalité, ont augmenté. Le prix de l'heure de femme de ménage est 50 fois plus élevé que l'heure d'un domestique sous Louis XIV. Donc on a une baisse des prix industriels, on n'a pas de baisse des prix des services éventuellement, mais on pourrait avoir une baisse des prix des services si on robotise les services. Si effectivement ton ménage est fait par un robot, le coût de l'heure de ménage va être 10 fois moins cher dans 10 ou 20 ans qu'il l'est aujourd'hui quand tu utilises une femme de ménage pour passer l'aspirateur chez toi. Et le coût de ton ingénieur aussi. Bah, c'est déjà le cas aujourd'hui, quoi. En fait, avec l'intelligence artificielle, on voit bien que le coût de production de code est en train de baisser drastiquement. Et donc là, ce que Musk est en train de nous dire, ce que vous voyez en ce moment se passer sur les fonctions ingénieriales informatiques, va se passer sur tous les segments de l'économie. Oui, il y a une ironie assez... Excuse-moi, Carlos, tu peux avoir des blocages politiques qui limitent ce phénomène. Lorsque Trump, avant-hier, interdit l'entrée de robots humanoïdes chinois qui sont extrêmement peu chers sur le sol américain, il bloque la robotisation de l'économie américaine. Ça profite bien évidemment à Tesla, au robot Optimus d'Elon Musk, mais ça va diminuer le taux de robotisation américaine parce qu'il y aura moins de concurrence sur les robots humanoïdes sur le sol américain, et surtout, l'économie américaine ne pourra pas bénéficier des robots chinois qui sont beaucoup plus économiques que les robots américains. Donc ce phénomène d'augmentation de la productivité et de baisse du coût des choses pourrait être freiné par une régulation corporatiste à la demande de certains acteurs américains qui ne veulent pas que la force de travail robotique chinoise, très très bon marché, rentre sur le sol américain. Alors, il y a une ironie assez forte dans le discours de Elon Musk. Je vous propose d'écouter un petit passage parce que Elon Musk nous explique que l'argent, finalement, c'est plus vraiment un problème puisque pour lui, l'argent va disparaître. Et donc, vous allez voir la réaction de la journaliste face à cette affirmation comme quoi l'argent demain serait quelque chose de futile qui n'aura plus beaucoup de sens. On écoute Elon Musk. On how then you make money, because in the end, people are buying your shares because they expect you to make money. You sell I'll make another robots. prediction. Money won't matter in 2036. I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036. Well, what do you want money for? You want money for goods and services, right? You want money for, obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for? Donc là, c'est hyper ironique et je trouve que ça fait un bon point de bascule avec ce qu'on était en train de décrire juste avant sur les principes monétaires, comment tout cela fonctionne théoriquement. Moi, c'est pas des sujets sur lesquels j'ai une grande expertise parce qu'en fait, dans ma tête, ce qui bloque, c'est bien avant ça. C'est au niveau de la distribution et au niveau de la solution avec quand Musk dit que l'argent ne servira plus à rien, etc. Peut-être que dans un futur, mais alors dans 10 ans, j'y crois pas du tout. Dans un futur déjà plus éloigné, c'est encore un sujet sur lequel c'est pas pour moi trivial que effectivement ça va se passer comme il le décrit. Mais là où ça coince, c'est juste pour faire le point avant, c'est la distribution et effectivement c'est la quantité d'argent. Pourquoi a-t-il voulu faire l'IPO la plus grosse de tous les temps avec SpaceX si l'argent ne sert plus à rien dans le futur? Pourquoi, si les intelligences artificielles vont être dans quelques années plus intelligentes que la somme de l'humanité,
Pourquoi veut-il garder à ce point le contrôle et la gouvernance de ces sociétés, alors que d'après ses propres mots, ces IA, Grok sera bien plus intelligente que lui pour en fait gouverner tout ça. Il y a beaucoup d'ironie. On pourrait aussi faire de l'ironie avec le passé de Musk, des propos quand avant il était notoirement anti-IA. Il a quand même créé, et ça c'est tout à son honneur, et c'était la grande période d'Elon Musk, 2015 à peu près je crois, quand il crée OpenAI justement, avec cette idée que Google a un monopole, est en train de développer les IA trop fortement. Il faut un contrepoids, il faut une solution qui est open source justement pour que jamais un acteur privé ait le monopole d'une intelligence surhumaine. C'est comme ça qu'il a créé OpenAI. Donc il était alarmiste sur l'impact de l'IA dans le futur. Il a souvent dit qu'il fallait débrancher la prise si on le pouvait, appuyer sur le bouton stop sur les développements de l'IA. Et là on le voit être presque un peu complètement extatique. Retourner la veste. Ouais. Complètement. Le jour où il a des intérêts financiers qui sont alignés. Parce que maintenant il a Grok, il a xAI qui bénéficie directement, qui joue cette course à l'IA. Et moi quand les gens, quand leur opinion change le jour où ils changent de camp, où leurs incentives ne sont plus les mêmes, bah ça me donne pas la sensation que le discours était intellectuellement, moralement aligné, tête, cœur, corps, mais plutôt que c'était simplement depuis ma position à un instant T, mes intérêts n'étaient pas alignés avec ce discours, donc je ne l'avais pas, mais le jour où je change de côté, là je les ai. Donc il y a beaucoup d'ironie entre son passé et son présent, entre l'opération qu'il a faite effectivement sur SpaceX et ce qu'il décrit du futur monétaire, ce qu'il décrit sur la gouvernance des IA et le fait qu'il ait voulu faire des actions avec différents niveaux de vote pour garder le contrôle de SpaceX, etc. Beaucoup d'ironie, beaucoup d'incohérences même. Mais moi, je suis actionnaire de SpaceX. Donc, quand il m'explique que l'argent n'aura plus aucune valeur demain, vu le pognon que je viens de foutre dans SpaceX, et c'est ce que lui dit la journaliste, d'ailleurs, moi, ça me fait chier. En tant qu'actionnaire, je me dis, alors ça veut dire que mon pognon, je le reverrai pas, Stéphane. Non. Moi, il y a aucune contradiction là-dedans. Elon Musk, il raisonne à moyen long terme et il a parfaitement raison de dire que la rareté et l'argent n'auront plus d'importance. L'argent, ça sert à faire des arbitrages de coûts d'opportunité. Là, on va entrer dans un monde où on va faire des arbitrages de comment on utilise chaque moment de notre vie. Mais quand tu prends quelqu'un qui est très riche aujourd'hui, donc l'argent n'a pas d'importance pour lui. Comme Elon Musk, par exemple. Voilà, ou quelqu'un d'autre. Il a juste à arbitrer entre ses désirs et son utilité. L'argent n'est pas un sujet. Ça, on va l'avoir tous. Qui qu'on soit. Mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train on est encore dans un monde de rareté où on a besoin d'énormément de capitaux. Donc, il est en train de le construire pour aller dans ce monde-là. Donc, c'est parfaitement cohérent. Par contre, là où tu as raison, c'est qu'il y a un sujet. Enfin, il y a un sujet. Il va falloir changer de regard sur le monde. Moi aussi, je suis actionnaire de toutes ces sociétés. Et donc, le paradoxe, c'est qu'on investit parce qu'on veut du rendement sur le capital, parce qu'on veut plus de confort, une meilleure vie. On veut un retour sur notre capital. Et donc, à court terme, c'est vrai, c'est ce qu'on cherche, parce qu'on veut plus de confort. Mais à moyen long terme, je crois que comme tout va se commoditiser, effectivement, on va vivre une période de transition où, en fait, tu auras une différence à court terme entre ceux qui ont beaucoup de capital, de patrimoine, et les autres qui sont pas encore dans ce jeu-là. Mais très rapidement, ceux qui ne sont pas encore dans ce game vont avoir leur pouvoir d'achat qui va mécaniquement nous rattraper. Combien de temps va durer cette transition ? Ça peut être des décennies, ça peut être exponentiel, je sais pas. Mais vous oubliez, Laurent, vous oubliez juste René Girard, les désirs mimétiques, la volonté de posséder des choses que les autres ne veulent pas. La jalousie. Bien sûr. C'est-à-dire que ça, c'est un autre sujet. Le téléphone portable peut être démocratisé et ne rien valoir parce qu'il est produit par des robots et par de l'IA. Les produits industriels peuvent être banalisés, mais les gens vont vouloir des œuvres d'art, des expériences uniques, des choses uniques, la rencontre avec un artiste en one-to-one, un hôtel particulier, boulevard Saint-Germain. Ah, je suis même pas sûr. Une propriété avec une vue exceptionnelle. Tout le monde n'aura pas tout le monde n'aura pas un hôtel particulier qui a été construit par Mansart. Surtout la côte est limitée. Tout le monde n'aura pas un château avec 5000 hectares de terrain autour. Et donc, les biens industriels ne vaudront rien. En revanche, les expériences uniques et les biens uniques vaudront bien plus cher. Les œuvres d'art vaudront cher parce que les gens voudront se différencier. Il n'y aura plus aucune différence par les biens industriels qui ne vaudront effectivement pas très cher, par les biens numériques qui ne vaudront pas très cher. En revanche, il restera la propriété de tout ce qui est du monde unique, du monde de l'art et du monde foncier. Et effectivement, tout le monde n'aura pas le château de Versailles. Mais c'est pour ça que je disais en introduction de cette émission que si vous êtes capitaliste, vous n'allez pas aimer cette émission. Si vous êtes libéral, vous allez être dérangé.
D'ailleurs, Stéphane, je pensais que tu étais un libéral, mais je me rends compte que quand je t'écoute, quand tu dis « Ah ben non, tout le monde voudra peut-être pas forcément un appartement avec vue sur mer », que ça se trouve, tu es un communiste. C'est-à-dire que parce que la promesse que est en train de nous faire Elon Musk avec l'argent ne vaut plus rien, une forme de commoditisation de tout ce qui est la production, y compris les services, ça me rappelle étrangement la promesse que nous faisait le Parti communiste russe de l'époque. Hein. Mais c'est surtout la promesse aussi du capitalisme, hein, de te donner accès pour des prix de moins en moins chers à des produits et des services. Et donc, regarde, ce qui fait que t'as Internet pas cher aujourd'hui, un téléphone pas cher, tous les produits qui sont accessibles, c'est le capitalisme avec tout ce qu'on a évoqué avant. Alors par contre, je voudrais réagir à ce qu'a dit Laurent parce que c'est un débat qu'on a déjà eu et je suis d'accord, à court terme, les gens vont se différencier avec la rareté des produits. Bon, je suis assez d'accord, hein, ce que tu as dit sur l'immobilier rare, unique, mais je pense qu'à moyen long terme, même cet aspect-là va disparaître parce qu'en fait, tu vas faire baisser tellement les coûts de production de tout qu'en fait, tu pourras créer, alors s'il n'y a pas de contraintes gouvernementales qui rigidifient l'offre, etc., tu vas pouvoir tellement construire, créer des choses de qualité exceptionnelle qu'en fait, peut-être qu'en fait, tous les biens immobiliers vont devenir d'une qualité luxueuse pour pas cher et donc ton truc avec vue qui était rare, en fait, relativement, il est un petit peu moins. Alors peut-être pas complètement, hein. Mais par contre, là où tu as raison sur René Girard, c'est qu'effectivement, le sujet le plus important, lorsqu'on fait disparaître la rareté, lorsqu'on est dans une forme d'abondance, que tout le monde a accès à des produits, des services pas chers, etc., il faut pas oublier que les humains, ils sont en compétition sexuelle. Pour les ressources, ça on est en train de le régler, mais aussi pour les partenaires sexuel, pour surtout le statut social. Et la question, c'est comment les humains vont organiser les pyramides hiérarchiques de statut social, c'est ce qu'ils font, hein, même les singes le font hein, depuis toujours. Lorsque les ressources deviennent abondantes, ils vont devoir trouver autre chose. Alors là, il y a des petits indices. Tu peux regarder par exemple des familles très très riches, qui ont déjà beaucoup de patrimoine, et donc pour qui l'argent n'est plus un sujet, c'est pas parce que tu t'achètes un truc très très cher que tu gagnes du statut social. Ça va être peut-être sur de la créativité artistique, t'as peut-être un don que les gens autour de toi n'ont pas. Ça va être peut-être sur ta capacité à créer une entreprise, même si c'est de plus en plus facile. Et la question, c'est finalement, c'est un peu comme la télé-réalité, hein, tu mets des gens jeunes et beaux dans une boîte, tu les payes à rien faire, bah ils s'entretuent. C'est exactement ça, c'est René Girard, tu vas vouloir ce que veut l'autre. Et la question, c'est sur quoi est-ce que les humains vont être en compétition lorsque demain, t'as tout qui est de plus en plus gratuit, tu peux changer tes gènes à la demande, on va avoir des biotechnologies qui vont te permettre de rajeunir, guérir tes maladies, changer d'apparence, tout ce que tu veux. Imagine qu'on est dans ce monde-là, comment les humains se différencient lorsqu'il n'y a plus de rareté. La vraie question, et c'est là qu'il y a un débat super intéressant avec les journalistes, où en fait, Elon Musk parle d'une sorte d'abondance de biens, et la journaliste, elle parle plus d'une abondance d'opportunités. Comme tu le dis, Stéphane, qu'est-ce qui se passe dans un monde où tout le monde reçoit tout et personne ne décide de rien donc, est-ce que cette démocratisation, cette forme d'abondance a un sens pour l'individu? Je propose d'écouter justement la réaction de Musk face à ça, quand on lui pose la question, notamment par rapport à l'emploi, à l'intelligence artificielle. Si tous les métiers de demain seront faits par l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vont faire les êtres humains ? Et surtout, comment est-ce que de quoi vont vivre ces êtres humains? Et d'ailleurs, il introduit la notion de universal basic income, enfin de high income, quoi, en fait, de haut salaire. Because it sounds you're describing a world where within 10 years, pretty much every job can be done better by an intelligence. And Yes. you're seeing huge returns to this intelligence. Two people like you're the wealthiest man in the world. People who lose their jobs, who are displaced, who may go off and garden, but how are they going to live? And what kind of, I mean, it sounds to It's me going like to universal high income. but how are you going to get there? Let's talk about the politics of Sure. this. Because right now, if we look at the political pressures in most countries, people are very, very worried about this, very against it. I mean, it seems to me that there's a risk that we are heading more for revolution than for an easy route to this nirvana you're playing out. De donner, dans un monde où il y a beaucoup de robots hyper intelligents, de donner un revenu universel élevé à tout le monde, ce n'est pas la difficulté. La vraie difficulté, c'est de donner du sens aux gens. Et l'IA et la robotique vont tuer une partie du sens. D'abord parce qu'ils vont créer un challenge énorme pour les gens pas très intelligents, qui vont se sentir très malheureux, qui vont être démoralisés cognitivement face à l'intelligence artificielle et face aux robots. Et puis surtout,
il va pas y avoir des opportunités par tout le monde dans un monde d'intelligence artificielle gratuite. Donc on va avoir une énorme différence entre ceux qui vont trouver des opportunités pour faire des choses, pour construire des entreprises, pour construire des projets, les gens intelligents, cultivés, ayant de l'agency, c'est-à-dire de la niaque et étant innovants, qui vont avoir beaucoup plus d'initiatives que ceux qui sont pas très malins, qui sont pas cultivés, qui ont pas d'agency, qui n'ont pas de volonté de faire des choses, qui sont pas innovants. Et donc, il n'y aura pas des opportunités pour tout le monde dans un monde d'intelligence artificielle et de revenus universels, à moins qu'on fasse de l'augmentation cérébrale, qu'on mette du Neuralink à tout le monde et qu'il n'y ait plus de cons. Dans ce cas-là, si tout le monde est ce que Elon Musk a prévu, a priori, puisque si tout le monde est hyper intelligent, il y aura des opportunités pour tout le monde. Si effectivement Neuralink rend les cons très intelligents, motivés, cultivés, avec beaucoup d'innovation et beaucoup de goût. Mais on n'y est pas encore demain matin. Et puis il n'est pas certain que les implants cérébraux d'Elon Musk, s'ils marchent un jour, n'augmentent pas les écarts, parce qu'il risque peut-être d'augmenter davantage les capacités cognitives des gens intelligents que les capacités cognitives des gens moins intelligents. Bon, ça, c'est la thèse de Laurent Alexandre qui nous sort depuis maintenant des mois, voire des années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les grosses feignasses. Si je reprends ta phrase, ton mojo, Laurent, et que l'IA ne réglera pas le problème de la connerie humaine. Que quand on est con, juste on un est dernier con. point. Non, mais juste un dernier point. On a dit tout à l'heure, créer une entreprise, c'est de plus en plus facile. Créer une entreprise, c'est de plus en plus difficile. Okay. Je vois les gens complètement démoralisés autour de moi. Ils sont jeunes, ils imaginent qu'en vibe coding, on peut créer une app sans difficulté, on peut créer une boîte avec 0 salarié. Oui, tout ça est vrai, mais on a un effet reine rouge. C'est vrai que tout le monde est dans la même situation. Et donc, on a plein de créateurs d'entreprises qui pensent que c'est fastoche, qui arrivent et puis qui se cassent la gueule sur le mur. Ils se prennent le mur de la réalité parce que, oui, ça prend 3 minutes de créer une boîte. On peut le faire avec 0 salarié. On peut coder tout seul avec sa bite et son couteau. Le seul problème, c'est que tout le monde peut faire la même chose. Et donc, seuls les gens les plus malins, les plus motivés et les plus innovants arrivent à passer cette masse énorme de gens qui ont plus de facilité qu'avant pour créer des boîtes. Alors Stéphane n'a pas l'air d'être d'accord. J'ai plein de choses à dire là-dessus parce que là on est en train d'avoir en public les discussions qu'on a en privé avec Laurent depuis des années. Donc c'est cool, génial. Alors, je partage à 100% ce qu'a dit Laurent sur les différences entre les gens les moins intelligents, les plus intelligents, uniquement à court terme. Et comme on est sur une exponentielle, je pense que même les gens intelligents très rapidement, ce que tu évoques sur la Reine Rouge est déjà très très vrai, vont se faire grignoter et on va rentrer dans un monde où en fait même les gens les plus intelligents, les plus haut QI ne vont rien comprendre à ce que l'IA va proposer, qui va être surpuissant. Et en fait on va rentrer dans un monde où c'est l'IA qui va nous dire il faut faire ci, d'ailleurs je l'ai déjà fait. Et puis d'ailleurs je vais même pas t'expliquer parce que même avec ton QI de 180 tu comprends rien humain. Et je pense que ce time-lapse, cet espace-temps justement où les gens les plus intelligents peuvent s'en sortir, comme tu dis en vibe codant ou autre, il est très très temporaire. Et comme tu le dis aussi, c'est la conséquence de la commoditisation qu'on évoquait tout à l'heure. Tu peux créer ce que tu veux pour peu que tu sois un peu malin, mais très rapidement tous tes concurrents font la même chose. T'es plus différenciant, t'es obligé de déplacer ta valeur et c'est une exponentielle de course à la différenciation. Par contre, le sujet que vous avez évoqué tous les deux et qui selon moi est le plus important, c'est, Laurent l'a évoqué un peu, ça va être le sens, mais surtout, qu'est-ce que c'est un monde pour les humains où ton IA peut à la fois tout produire mieux que toi, gratuit, tout ce qu'on a évoqué, mais surtout, le piège, l'angoisse de choisir quoi faire, en fait. Quand t'as accès à tout, quand t'es milliardaire déjà aujourd'hui, mais quand demain tout le monde va vivre dans ce confort-là, tu devras choisir qu'est-ce que tu consommes à chaque seconde de ton temps. Et arbitrer ce que tu consommes dans un monde d'abondance sans effort où tu as juste à appuyer sur un bouton et tu as potentiellement ce que tu veux, c'est d'une angoisse terrible. Parce que tu dois choisir en permanence. Les gens autour de toi font la même chose. Qu'est-ce que t'optimises en fait ? Ça, une fois que tu as réglé tous les problèmes contingents de nourriture, de logement, que tu as eu le confort de vivre des expériences belles, exceptionnelles dans les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels, tout ce que tu veux qui est agréable à faire sur Terre, que tu as optimisé ta dopamine, parce que c'est accessible aujourd'hui, qu'est-ce que t'optimises ?
Eh ben en fait, je crois qu'on va entrer dans un monde où c'est l'IA qui va optimiser tout ça pour toi. T'auras plus ton mot à dire. Et ça, c'est terriblement angoissant parce qu'en fait, on se rend compte que on sert plus à grand chose et qu'on est largement dépassé sur tous les sujets. Alors, c'est pas forcément angoissant pour Elon Musk, parce que ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est qu'on comprend quel est le référentiel culturel, et on rentre dans une phase, un chapitre un peu plus culturel que je trouve très intéressant et que je voulais évoquer, qui est quelles sont les références de Musk. Et ces références, elles ne viennent pas de l'économie, elles viennent de la science-fiction. Et il parle notamment de Star Trek, où on va regarder ça, parce que dans Star Trek, justement, la Fédération, elle n'utilise plus la monnaie. Il n'y a plus de monnaie. Et il y a une intelligence artificielle générale qui règle à peu près tous les problèmes. Je vous propose d'écouter Elon Musk qui parle de ça. Il parle aussi de la première fois où il a vu Star Wars, et que ça a été un choc pour lui quand il était gamin, il avait 6 ans. Et on comprend mieux d'où vient le raisonnement d'Elon Musk, qui prend racine vraiment dans toute ce champ lexical et ce champ culturel de la science-fiction. I'm interested in the set of actions that propagate consciousness into the future to the maximum degree possible, so that the future light cone of consciousness is as big as we could, like that. There's an exciting future where we're a spacefaring civilization out there among the stars, and the great things that are envisioned in the non-dystopian sci-fi books and movies become real one day. I sort of want the Star Trek, Star Wars future. Star Wars was the first movie I ever saw in a theater, by the way. Really? Yes, probably maybe it had a profound effect on me, I suppose. So I remember it blew my mind, honestly. I think I was 6 years old, and I was like, this is the greatest thing I've ever seen. Dans l'univers de Star Trek, à partir du 24e siècle exactement, la Fédération, comme je le disais, utilise plus la monnaie. Et donc, t'as vraiment une scène qui fait référence à ça dans le film First Contact qui était sorti en 96, où t'as le capitaine, je sais plus comment il s'appelle, en fait, qui explique à une femme du 21e siècle que l'économie du futur, elle fonctionne différemment, que l'argent n'existe plus, que l'accumulation de la richesse, c'est plus le moteur des vies humaines. Et que d'ailleurs, c'est intéressant, dans le film, il explique que les gens travaillent pour s'améliorer eux-mêmes et pour améliorer le reste de l'humanité, mais pas du tout pour gagner de l'argent. C'est ça le référentiel de Elon Musk. Parce que quand en fait, il est en train juste de nous faire le pitch de Star Trek, quoi. C'est ça ce que je me dis. Et c'est là où je rejoins un petit peu Evan, où là, tout d'un coup, je suis inquiet parce que c'est présenté comme une thèse économique, macroéconomique super puissante. Mais en fait, non, le mec a juste vu un film, quoi. C'est ça ce qu'on se dit, quoi, en fait. Et qu'il a l'autorité pour venir devant le journaliste du The Economist nous raconter qu'il a vu un film la semaine dernière. Moi, j'aime bien tout ce que vous dites. Je suis d'accord. En fait, moi, de toute façon, je suis ingénieur de formation, je suis entrepreneur deep tech. Je suis tout à fait d'accord que à peu près tout ce qu'on peut imaginer est solvable par la science. Il y a une solution à peu près tous les problèmes, à part des problèmes impossibles du genre reverse l'entropie, retourner dans le passé. Voilà, il y a des choses comme ça qui pour le coup sont contre les lois de la physique, mais tout ce qui n'est pas contre les lois de la physique, on parlait de changer ses gènes, tout ça. Alors qu'est-ce qui est possible? Mais en tout cas, voilà, tout ça. Moi, là où je suis pas d'accord dans le débat, c'est sur la temporalité de tout ça. Musk qui fait croire que c'est dans 10 ans. On sait que le monde il va être de plus en plus compliqué dans les années qui viennent. Et c'est un peu comme donner un peu de lumière au bout du tunnel. Donc c'est bien aussi de... Lui, c'est un visionnaire de toute façon. Donc c'est pas étonnant qu'il nous déploie une vision. C'est son boulot. Et d'ailleurs, parmi tous les visionnaires, c'est probablement celui qui a le plus et le mieux exécuté au fil des années. Donc il a vraiment une autorité pour l'expliquer. Il a fait ce qui semblait... On riait de lui quand il racontait qu'il allait ramener des lanceurs de roquettes sur Terre, alors que c'était pas du tout contre les lois de la physique, mais c'est impressionnant. Ou la voiture il y a électrique. comme un pont. Il y a, et la voiture électrique, exactement. Donc Musk a fait des choses qui sont absolument impressionnantes. Mais bon, ça lui a pris 20 ans pour faire Tesla, en gros. Et là, il explique qu'en 10, il va transformer l'économie mondiale, enlever le problème de l'argent, enlever le problème du manque, de quoi que ce soit. Pour moi, et j'entends l'argument de l'exponentielle, et peut-être que je ne suis qu'un idiot et que je sous-estime l'exponentielle à long terme, je la surestime à court terme, comme ce que font tous les humains, mais je n'arrive pas à me mettre dans la tête quand je pense aux problèmes de distribution, que ça soit simplement de produire des robots pour
partout dans le monde pour tous les types de services qu'on imagine. Quand il s'agit simplement de les fabriquer, d'avoir les matériaux pour les fabriquer, l'énergie pour les power. Alors après, on peut mettre l'argument de la fusion nucléaire. D'ailleurs, je crois que Musk lui-même n'y croit pas à la fusion nucléaire pour l'humanité. Il dit que un réacteur de fusion nucléaire qui fonctionne, il y en a un, il est dans l'espace, il s'appelle le Soleil, et donc on devrait surtout capter l'énergie du Soleil. Et je suis assez d'accord avec lui sur ce point-là, même si c'est hyper important de travailler sur la fusion. C'est une technologie qui est extrêmement prometteuse. J'avais entendu Laurent parler dans un autre podcast et j'ai les mêmes sons de cloche que les gens à Cadarache disent que c'est plutôt pour 2070-2080 la fusion et pas pour les 5 prochaines années comme ce que laissent penser les startups qui sont très très bien fundées dans ce domaine-là. Il y a des problématiques de sécurité qui sont absolument vertigineuses avec la fusion nucléaire et je parie beaucoup plus sur la fission pour les 50 prochaines années. Donc il y a une problématique d'énergie dans ces 50 prochaines années, quel que soit à quel point on est bullish. Il y a un problème d'accès à l'énergie, il y a un problème d'accès à la ressource, mais pour moi, les 50 prochaines années vont être extrêmement dures parce que tous les problèmes qu'on a mentionnés. Il le dit vont d'ailleurs, arriver. il dit que ça va pas être simple, que socialement, c'est Et ouais, mais il loin dit d'être que dans gagné, 10 ans, quoi. il dit que dans 10 ans, c'est résolu. Moi, je pense que c'est plutôt dans 50, 70 ans. Non, mais à la même rigueur, dans que ça Star peut être Trek, résolu. l'idée de Star Trek, elle a lieu, comme je le disais, au Ouais, 24e 24e, siècle. ça. Donc Oui, en oui. gros, c'est dans 3 siècles, cette histoire-là. Et lui, il est effectivement en train de nous expliquer Oui. que ça va se passer dans 10 ans. Et d'ailleurs, si je peux rajouter juste un dernier truc, ça vient quand même de la part d'un mec qui nous explique qu'en 2050, il y aura une colonie d'1 million de personnes sur Mars, ce qui, pour moi, est complètement décrédibilise totalement les perspectives de Musk à partir de maintenant. C'est physiquement impossible d'avoir 1 million de personnes sur Mars en 2050, et ça, je le signe. Autant il y a plein de trucs qui sont possibles, des vols habités, tout ça, bien sûr, mais alors la colonie, et je fais ça effectivement pour nourrir le débat, c'est physiquement impossible et je peux le démontrer. Bah écoute, si ce que tu dis est vrai, moi je t'invite à shorter massivement avec levier C'est ce que Tesla je fais, et SpaceX. exactement. Avec SpaceX, oui, SpaceX, absolument. Moi je fais l'inverse, je crois à l'exponentiel, donc en fait c'est l'exponentiel qui va régler tous ces sujets, mais par contre, en fait pour trancher le débat sur ce que dit Elon Musk qui est possible d'ici 10 ans et ce que tu dis qui est impossible, en fait, il faut vraiment dissocier selon moi la théorie et la pratique. Elon Musk parle beaucoup plus de régler tous ces problèmes de manière théorique, guérir toutes les maladies, trouver des sources d'énergie pas chères, abondantes, etc. Mais là où il va beaucoup moins, et je pense que tu as raison, c'est que en pratique, il y a énormément de freins qui sont plutôt humains sur l'exécution et surtout sur les institutions humaines. Exemple, on peut théoriquement, avec l'IA, guérir toutes les maladies, comme toutes les boîtes de tech le disent, dans des ordinateurs, mais après, t'as les phases de test, t'as les homologations, t'as les autorisations, tout ça est très long Encore parce que heureux. t'as la contrainte Encore heureux. humaine. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais et donc c'est vrai que la pratique, à cause des humains, de nos institutions et de nos manières de faire, ralentit tout ça, mais théoriquement, virtuellement dans des machines, en fait, c'est que régler des problèmes, c'est de l'optimisation mathématique et c'est de la réduction d'entropie. C'est ce qu'on fait naturellement avec nos cerveaux depuis les débuts de l'humanité. Mais là, on est en train de passer le relais à un truc qui le fait des milliards de fois plus vite. Donc théoriquement, les problèmes vont être réglés virtuellement. Alors, la prédiction de Musk, elle m'a fait penser, et on va terminer là-dessus, sur un autre économiste qui du XXe siècle, c'est Keynes, qui en 1930 avait publié un texte qui était intitulé « Economic Possibilities for Our Grandchildren ». Et il annonçait que le problème économique, c'est-à-dire la lutte pour la subsistance, elle serait résolue dans 100 ans. On y est. 1930, 2026, ça y est, on arrive à ça. Et il n'a pas eu complètement tort. Bon, lui, il disait que nos petits-enfants travailleraient 15 heures par semaine. Et justement, il posait la question de savoir qu'est-ce qu'on va foutre de notre temps libre. Bon, on y est presque. La productivité a effectivement explosé, même au-delà de ce que Keynes anticipait. On ne travaille pas 15 heures par semaine. Quoique, je pense que Stéphane, tu vas me dire que finalement, officieusement, peut-être que certains travaillent même moins de 15 heures par semaine. Est-ce que finalement Keynes avait raison sur la technologie et tort sur la société? Et est-ce que la prédiction de Musk va finir mieux que celle de Keynes? Parce que même si on en est là, la société, j'ai pas l'impression qu'elle aille mieux que... Enfin, en tout cas, quand on écoute les gens parler, on a l'impression que tout le monde va plus mal qu'avant, quoi. Donc, est-ce que Keynes s'est planté ou est-ce que Elon Musk, lui, a raison et est-ce que Keynes avait raison trop tôt, quoi? Alors, ce que Keynes ne voyait pas, il voyait un monde d'automatisation par les machines, un monde tayloriste, mais il ne voyait pas l'intelligence artificielle et des robots intelligents. C'est ça qu'il a loupé. C'était hors scope. C'était hors scope.
Mais personne n'imaginait en réalité l'intelligence artificielle en 1930, même si le mot robot avait été inventé en Tchécoslovaquie en 1920-1922 par un auteur tchèque. Donc, il imaginait un monde dans lequel on augmenterait le rendement des machines et donc mais il n'y aurait pas d'intelligence artificielle, donc on aurait besoin de travailler un petit peu pour organiser le travail des machines qui resteraient des machines très connes, des machines très bêtes, des machines très, très automatiques. En réalité, par rapport à ce que disait Keynes, on peut tout à fait imaginer un monde sans travail. C'est-à-dire, le monde sans travail n'est pas souhaitable, mais le monde sans travail, il est possible. Et ce qu'avait dit il y a déjà 10 ans Harari, des dieux et des inutiles, devient une réalité possible. On peut imaginer une petite élite qui pilote les agents d'IA et le monde robotique, et puis une masse très importante de gilets jaunes au carré qu'il appelait les inutiles, les useless, dans sa fameuse phrase « Gods unuseless ». Donc ça, c'est dont tu fais partie, Laurent, puisque tu dis que toi, tu te sens gilet jaune de plus en plus, c'est ça. Alors, je commence il y a une extension du champ des gilets jaunes. Je ne suis pas politiquement un gilet jaune, mais chaque jour, j'ai de plus en plus de mal à suivre la technologie. J'ai beaucoup de mal à suivre les subtilités des nouveaux agents. OpenClaw reste une boîte noire assez largement pour moi. Et les 1000 innovations par semaine qu'il y a dans le monde agentique, je n'arrive pas à les suivre. Donc, il y a effectivement une toute petite élite qui arrive à suivre le développement de la technologie et qui, dans la vision d'Harari, a vocation à piloter, à gouverner le monde futur. Et puis, il y a un ensemble de gens qui sont dépassés intellectuellement et dont je fais partie aujourd'hui. Oui, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger d'avoir un monde à plusieurs vitesses, bien plus violent et bien plus définitif que ce qu'on avait envisagé il y a encore 10 ou 20 ans. Et le danger, il n'est pas simplement sur un plan cognitif ou intellectuel, il est aussi sur la répartition en fait du pouvoir. On l'a vu aussi avec Elon Musk qui a tous les pouvoirs aujourd'hui sur SpaceX. Il en parle d'ailleurs dans l'interview. Il explique que c'est juste parce qu'il n'a pas envie que la stratégie, la roadmap. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure dans les choses rares, la chose la plus rare, c'est le pouvoir. Des hôtels particuliers, il y en a pas mal. Des maisons avec vue sur la mer, il y en a pas mal. Des chalets à Courchevel, il y en a pas mal. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a pas mal. À Zermatt, pareil. En revanche, il peut y avoir qu'un seul président. Il peut y avoir qu'un seul chef. Donc, le truc le plus rare, c'est le pouvoir suprême. Des tableaux de Fontana, il y en a quelques dizaines. Des sculptures de Capour, il y en a quelques centaines. C'est rare, mais pas extrêmement rare. En revanche, le pouvoir suprême, il est extrêmement rare. Il n'est pas impossible que le combat le plus important du futur, ce soit le combat politique pour avoir le pouvoir dans ce monde d'abondance tel que décrit par Musk. Il y a le pouvoir, mais aussi la répartition de la richesse, parce que celui qui a le pouvoir va aussi capter une grande partie de la richesse de cette économie, et ça, c'est un risque, et que d'ailleurs, la journaliste lui pose comme question, c'est est-ce qu'on se dirige vers un monde qui va être détenu à la fois cette intelligence et les capacités de cette intelligence vont être entre les mains de quelques individus qui vont parce qu'ils ont cette intelligence, s'accaparer le pouvoir et bien évidemment la richesse qui va avec également. C'est ça le risque le plus existentiel dans la société, le futur qui s'annonce demain. Moi, je pense pas. Je pense que c'est très temporaire et c'est du court terme. Tu as une concentration, effectivement, du pouvoir, de la richesse vers ceux qui possèdent le capital. Parce qu'en fait, le travail est en train d'être démonétisé. C'était le cas des professions intellectuelles qui coûtaient pas très cher, parce que le travail intellectuel intensif coûtait très cher parce qu'il était rare. Mais là, tout le travail est en train d'être démonétisé et c'est le capital qui va concentrer la richesse. Mais en réalité, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, notamment pendant le festin qu'on avait fait, c'est que on s'en fout des inégalités. Ce qui compte vraiment, en économie, tu peux pas avoir les deux. C'est soit t'as beaucoup d'inégalités, mais de moins en moins de pauvreté. Le pouvoir d'achat de tout le monde monte, mais tu tires tes inégalités. Les riches sont de plus en plus riches, mais les pauvres montent en pouvoir d'achat. Mais
à l'inverse, tu peux avoir moins d'inégalités, mais tout le monde pauvre. C'est le cas de la France et des pays européens. C'est un choix politique qui a été fait. C'est que tu diminues les inégalités, mais tu as un pouvoir d'achat beaucoup plus bas. Là, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, je pense plutôt que le monde va se diriger vers un scénario où on va avoir une concentration immense des richesses vers ceux qui possèdent le capital, donc les actionnaires de toutes ces boîtes, ceux qui le possèdent. Mais ça va être temporaire, puisque le pouvoir d'achat de toute la population mondiale, même ceux qui possèdent pas le capital, va monter en faisant baisser les prix de tout. Et donc, relativement, on va se diriger vers eux. Donc, entre-temps, évidemment, ça va continuer à s'étirer. Les milliardaires vont pouvoir aller, je sais pas, se balader dans l'espace parce que ça coûtera des millions de dollars et que les autres ne l'auront pas. Mais très rapidement, ça se commodisera. Et la question, c'est finalement, qu'est-ce qui sera inaccessible pour une partie des très 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 riches qui possèdent le capital lorsqu'on sera dans ce monde d'abondance? Et à mon avis, tout ça va se tasser, à moins qu'on découvre des nouveaux moyens d'optimiser notre dopamine qui soit très cher, inaccessible, encore une fois, et qu'on continue cette course. Mais je suis pas sûr que cette course continue à un moment. En fait, tout ce qu'on fait dans le vivant, c'est qu'on sculpte l'entropie, on sculpte le désordre. C'est ça le vivant. La question, c'est combien de temps on peut optimiser ça? Est-ce que ça s'arrête un jour? Est-ce que c'est une dynamique qui s'arrête jamais? Est-ce que c'est l'IA qui prend le relais là-dessus? Est-ce que ouais, moi Laurent parlait du pouvoir, mais c'est vrai encore une fois à court terme, c'est la course au pouvoir, c'est un classique de l'humanité, mais que fait le président américain avec tous ses pouvoirs, qui est la personne la plus puissante au monde aujourd'hui? Ouais, mais ça, c'est pour ça que je dis, c'est concentration de pouvoir, c'est aussi concentration de richesse. Ouais, mais imagine, t'as une IA surpuissante qui s'est démultipliée en des milliards d'agents beaucoup plus intelligents, capables d'aller dans tous les réseaux, etc., d'agir sur le monde et développer sa propre conscience. Je pousse le scénario très très loin. En fait, le président du pouvoir américain, peut-être qu'à un moment donné, il pourra plus faire grand-chose. Donc le pouvoir aura shifté. En ce moment, je suis en train de lire End of Times. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin qui est passionnant et qui explique que on est certainement à la veille d'une révolution parce que les révolutions commencent toujours de la même façon. C'est quand on produit trop d'élites. C'est-à-dire que quand il y a trop de gens qui sont trop intelligents et il n'y a pas assez de place en fait pour ces gens-là. Donc le pouvoir, comme tu le disais Laurent, si on devient très intelligent grâce à l'intelligence artificielle ou à des puces Neuralink ou des trucs comme ça, il n'y a pas assez de place pour ces gens-là. Donc ces gens-là, puisque les chaises, c'est un peu comme si on jouait aux chaises musicales, sauf que à la place d'enlever une chaise musicale à chaque tour, on rajoute des joueurs. Et donc, il y a ce problème. En fait, et donc, tu oublies dans cette analyse qui est la vieille analyse de Turchin sur la surproduction d'élite. N'oublie pas que on n'est pas en phase de surproduction d'élite. On manque d'élite. En réalité, on est en surproduction de fausses élites. On a des bacs plus 5 analphabètes qui ont des masters en sociologie, qui sont incapables de travailler, sauf dans une administration publique, qui n'ont aucune valeur marchande, et on les appelle élites, parce qu'ils sont bac plus 5. Non, ils sont pas élites, ils sont de l'anti-élite. On a des fausses élites, alors. Mais attends, n'oublie pas que 95% de réussite au bac, ça conduit à ce que des gens qui ne savent pas lire et écrire aient aujourd'hui le baccalauréat. Il y a des gens qui ont le baccalauréat aujourd'hui avec 70 de quotient intellectuel, c'est-à-dire qu'ils sont à la frontière du handicap mental. N'oublie pas les données de l'OCDE, dont on parle beaucoup dans Ne faites plus d'études avec Olivier Babot. N'oublie pas que l'étude de l'OCDE a montré que 10% des étudiants en fin de licence en France n'ont pas le niveau en lecture et en écriture du cours moyen, c'est-à-dire de la petite école. Parce que effectivement, aujourd'hui, tu arrives au bac plus 5 en étant analphabète. Aux États-Unis, on a retrouvé des PhD. On a retrouvé des PhD avec 90 de quotient intellectuel. Tu peux avoir des doctorats aux États-Unis alors même que tu as des capacités intellectuelles extraordinairement limitées. Alors, les exemples à 90 de QI sont en sociologie, bien sûr, en études de genre, ou même un arbre de Noël, un sapin de Noël pourrait faire une thèse une thèse woke. Mais la réalité, c'est que cette thèse sur la surproduction d'élite, elle est fausse. Tu ne crois pas? Parce que ce n'est pas une surproduction d'élite. Quand tu as un master en c'est une surproduction de conneries, alors. Tu as un niveau inférieur à ce qu'un très bon ouvrier spécialisé dans l'industrie aéronautique avait en 1930 en France. Donc, on est sur une vraie erreur de langage. On surproduit des fausses élites qui sont malheureuses parce qu'effectivement, tu as ton bac plus 5 avec 100 de quotient intellectuel, tu finis laveur de carreaux
ou chauffeur Uber dans le meilleur des cas. Mais c'est ça qui crée la révolution, justement. Alors que tu pensais finir président Europe de General Electric. Mais ce ne sont pas des élites. Ce sont des fausses élites. Mais peu importe qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, à partir du moment où elles pensent que ce sont des élites... Si c'était des vraies élites ayant le niveau intellectuel d'un Nix Harvard, elles créeraient... Il y aurait de la place pour eux. Elles créeraient des super startups, elles inventeraient des nouveaux produits, elles feraient des choses extraordinaires, elles inventeraient des nouveaux médicaments. Si c'était des vraies élites, il n'y aurait aucun problème d'insertion. Il n'y a aucune limite à la capacité d'absorption par la société des gens très intelligents. Si demain, tu produisais 1 milliard de petits génies, tu leur trouverais de la place. On inventerait plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles activités, etc. Il n'y a aucune limite d'absorption des vraies élites. En revanche, on a un vrai problème avec les cons qui pensent faire partie de l'élite parce qu'ils ont un diplôme pourri dans une faculté poubelle. Par définition, le concept d'élite, c'est quelque chose, c'est vraiment un concept d'initié par définition. Tu sais, t'as un groupe très restreint d'élites qui se reconnaissent, qui savent qu'ils sont des élites, mais que le grand public ne connaît pas. Et lorsqu'un groupe d'élite est identifié comme élite, c'est déjà plus l'élite parce que tu dilues sa qualité. Exemple, Laurent a donné les grandes écoles. Avant, c'était l'élite parce que c'était un truc d'initié, mais maintenant tout le monde y a tellement accès qu'en fait, ça veut plus rien dire. Tu peux prendre les groupes un peu secrets. Tu peux prendre à l'époque la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, c'est complètement dilué. Dès que tu peux prendre tout ce que tu veux, le siècle, même le siècle si tu veux, les vraies élites ils vont plus au siècle alors que c'était le cas il y a quand ça a été créé. Il va pas être d'accord. Il va pas être d'accord, mais je sais que c'est vrai. T'as des groupes qui se créent qui sont beaucoup plus secrets et on découvrira que c'était les élites 10, 15, 20 ans après, tu vois, ça se déplace en permanence en fait les groupes élitistes. Bon, écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette émission vous aura donné envie d'aller regarder l'interview de Elon Musk qui est passionnante parce que elle nous fait poser plein de questions sur le futur. Que ce soit sur le plan économique, on n'a pas parlé, il y a aussi tout un clash politique pendant l'interview où la journaliste lui reproche d'intervenir et de faire de l'ingérence dans la politique européenne, ce dont il se défend. Elle le taxe aussi de faire partie de l'extrême droite, ce dont il se défend aussi également. Il dit simplement que lui n'a pas changé et qu'il est frappé de bon sens et que c'est tout le monde qui a pété un plomb et qui a pété un boulon. C'est très très intéressant. Je vous invite justement à aller regarder l'interview pour découvrir l'intégralité des propos d'Elon Musk qui, que vous soyez d'accord ou pas, mérite quand même d'être écouté parce que ça fait réfléchir. Merci les amigos, merci à tous, bye bye.